Merci beaucoup pour vos travaux. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos travaux. Alors, y a-t-il des questions? On avait commencé avec le laser au Nondo. Oui, allez-y. Professeur Oudrili. Merci, Latek Saha. Voilà mes deux ou la trois premières questions. C'est pour docteur Serwani concernant les lésions périapicales et chirurgie endodontique. Voilà, Latek Saha pour votre présentation qui était très intéressante. Je vous en prie. Voilà. Alors, je n'ai pas bien compris cette notion de 2 mois pour avoir un résultat en odontie orthograde. Voilà, sachant que pour savoir ou connaître s'il y a un échec ou un succès après la thérapeutique, c'est soit clinique, soit radiologique. Et s'il y a des symptômes, on ne va pas attendre 2 mois pour agir. Et en radiologie, par rapport à la radiographie, on sait que l'apparition ou le développement d'une lésion périapicale, ça se voit, en tous les cas radiologiquement, au moins en 6 mois, au moins. Hein, pour ne pas dire 1 année et plus, pour dire voilà, une lésion périapicale est apparue, ou bien une lésion périapicale a régressé par rapport à une thérapeutique. Voilà, les 2 mois, elles me paraissent un petit peu courtes, comme... oui, voilà, je ne sais pas si vous avez oui, en fait, vu ça dans la littérature. Exactement, ouais, exactement. C'était dans la littérature que nous avons trouvé cette référence de 2 mois. Et j'avais bien précisé lors de la présentation que ce n'était pas exactement 2 mois. C'est-à-dire, ils avaient fixé cette durée de 2 mois, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Parce que, comme vous le savez, la biologie, elle diffère d'une personne à une autre. C'est vrai qu'il y a le paramètre de la disparition des signes cliniques qui est très, très important. Les signes cliniques, on va pas, je suis d'accord avec vous, professeur, on ne va pas attendre jusqu'à 2 mois. Mais en général, parce que pour savoir si un traitement endodontique par voie orthograde a été efficace ou pas, il y a les paramètres cliniques et radiologiques. Donc les paramètres cliniques disparaissent de façon rapide, parce que la cicatrisation muqueuse se fait en une durée moyenne de 21 jours au maximum par rapport au turnover. Mais la cicatrisation osseuse, elle met du temps, jusqu'à 4 mois. Donc, selon les articles que nous avons lus, nous avons trouvé cette référence de 2 mois. Mais ça reste aléatoire. Maintenant, ça va dépendre de l'expérience de chaque clinicien et aussi, chaque cas est un cas. Nous ne pouvons jamais délimiter une cicatrisation par une durée de temps bien précise. D'ailleurs, avant le turnover, on le fixait à 21 jours. Actuellement, on est revenu là-dessus. On dit que ça varie entre 15, 10 jours, 7 jours pour certains auteurs. Donc, j'avais bien précisé que c'était approximatif. Très bien, merci. Je préférais dire 6 mois, hein, parce que la plupart des auteurs s'accordent sur le fait qu'à partir de 6 mois, on pourra faire un constat, si vous voulez, de guérison ou pas du point de vue radiologique. Alors, je préfère ça. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que... Vous êtes mieux placé, docteur, professeur, comme vous êtes spécialiste. C'est juste pour donner mon avis. La deuxième question, si vous permettez, hein, s'il n'y a pas d'autres questions, pour ne pas monopoliser la parole, voilà, c'est juste toujours pour cette chirurgie endodontique. J'ai un problème pour, si vous voulez, décider. Je pense que c'est un problème qui se pose pour la plupart des endodontistes, en tous les cas, en ce moment. C'est à partir de quel moment, je ne sais pas si vous avez lu aussi sur ça, à partir de quel moment vous allez juger pour l'étendue d'une lésion apicale et dire, voilà, voilà, c'est une lésion apicale pour laquelle il faudra faire un traitement endodontique orthograde, attendre et voir les résultats, ou bien décider, voilà, vu l'ampleur ou l'étendue de cette lésion, je vais faire ma chirurgie. Alors, est-ce qu'il y a
Je vous le demande. Hein, oui, il y a eu. Oui, il y a eu. On s'est posé cette question. Voilà, il y a des repères quantitatifs. Exactement. On s'est posé cette question. On a cherché à savoir à partir de quel moment on va dire voilà, ce diamètre nécessite en effet une chirurgie endodontique. Et il s'est avéré que certains articles parlent de diamètre de 3 cm, d'autres parlent de diamètre de 2,5. Par exemple, je citerai le MC 2009, où c'est mentionné le diamètre de 2,5 cm. D'autres parlent d'un diamètre de 3 cm, mais je ne voulais justement pas mettre le chiffre ce chiffre-là parce que ça reste des valeurs aléatoires. Et encore une fois, et ça dépend de l'expérience clinique d'un praticien à un autre. Mais c'est très intéressant. Votre Ceci d'une part. D'autre part, vous l'avez si bien dit, on fait un retraitement et on temporise. Exactement. Ça marche, ok. Ça ne marche pas, on va vers la chirurgie endo. Alors maintenant, ce qu'il faudrait aussi savoir, c'est qu'aujourd'hui, en plus des infections intracanalaires, nous avons des infections extraradiculaires. Et ces infections extraradiculaires, type kyste vrai, par exemple, où vous avez parfois une colonie d'actinomycètes. Même si vous essayez de refaire le retraitement, ça ne marchera pas. Ces infections extraradiculaires s'accrochent au niveau du foramen. Elles sont rebelles à toute thérapeutique endo. Même si vous refaites le traitement endo avec la meilleure méthode de désinfection, vous n'arriverez pas à éliminer cette colonie de biofilms que j'appellerai extraradiculaires. Seule la chirurgie endo le permettra. Ceci d'une part. D'autre part, quand vous avez une lésion inflammatoire apicale assez étendue, datant de plusieurs mois, où l'os a été laminé, même si vous essayerez de faire un retraitement, il est rare que ça marche. D'autant plus que si vous avez associé à cela une symptomatologie, un patient qui va bien vous dire, voilà, je sens au niveau du palais qu'il y a des crépitements. Je sens que c'est enflé. Donc, à ce moment-là, il est préconisé aujourd'hui d'aller directement vers une chirurgie endodontique. Est-ce que j'ai pu répondre un peu à votre question, professeur Audrey? Oui, c'est vrai, mais j'ai d'autres opinions. Je ne peux pas les discuter maintenant. C'est pas grave. Moi, je voudrais également revenir aussi à ce que vous avez dit, docteur, tout à l'heure, sur le recours à la chirurgie endo pour éventuellement ne pas traumatiser, éventuellement, quand vous avez créé des traumas, quand vous avez, par exemple, des restaurations prothétiques étendues, où vous avez des ancrages intraradiculaires. Et la meilleure voie, la voie la plus conservatrice, c'est d'aller par voie rétrograde. En effet, donc, il s'agit des indications de première intention. Tout à fait. Alors imaginez qu'un peu, vous allez faire votre radiographie et vous allez voir vos ancrages divergents. Si vous essayez de faire démonter votre pièce prothétique, vous allez tout détruire. Donc la seule possibilité, c'est d'y aller par voie rétrograde. Je reviens aussi aujourd'hui au fait que dans votre conférence, vous l'avez très bien dit, vous avez mentionné aujourd'hui le recours aux instruments ultrasoniques. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, grâce aux ultrasons et grâce à la configuration de ces ultrasons, de pouvoir aller reprendre, faire des reprises de traitement en proliférant, grâce à ces inserts ultrasons, profondément à l'intérieur du canal et obturer ce canal. Exactement, docteur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Abdelkarim ? La question destinée pour Dr Misadi. L'utilisation du laser technique protocole PAD, c'est-à-dire la photodynamique, pour la désinfection des canaux. Vous dites tout à l'heure, c'est une utilisation de bleu thyroïde ou bleu méthyline, voilà. Oui. C'est deux protocoles différents. Oui, on utilise les deux en même temps ou un des deux.
Non, c'est des protocoles différents. Différents, Oui. On utilise la 980 pour la désinfection, on utilise l'hypochlorite de sodium. Ou bien la deuxième technique en cherchant une photoactivation, en mettant des colorants spécifiques à l'intérieur du canal. Cette activation va permettre la... C'est la technique ciblée par les bactéries, par la blue thyroïde. Oui. Puisque le laser sélectionne les cellules colorées, c'est-à-dire les bactéries colorées. Oui, c'est ça. Voilà. Je voudrais juste poser la question en continuité de ce que je venais de dire. Pourquoi vous n'avez pas parlé de biodentine dans le cas de matériaux pour la chirurgie endo? Elle est très utilisée maintenant et il y a eu beaucoup d'études et beaucoup d'indications et vous l'avez complètement... Non, je n'ai pas du tout oublié la biodentine, mais lorsque j'ai fait des recherches, nous avons fait des recherches au niveau des articles, notamment les articles anglophones. En fait, on n'a pas trouvé grand-chose là-dessus. On n'a pas trouvé, oui, c'est le MTA, le IRM, MTA, IRM partout, voilà. Je rejoins l'avis du docteur Serwani. Aujourd'hui, les études plaident beaucoup plus pour l'indication d'utilisation du MTA dans toutes les chirurgies par voie rétrograde que de la biodentine. Les études ont montré que le MTA avait une bonne, si vous voulez, une meilleure adaptation par rapport à la trame sanguine. Ceci d'une part. D'autre part, au jour d'aujourd'hui, en plus du MTA, en plus de l'IRM, vous avez de nouveaux biocéramiques. Par exemple, l'endoséquence, le total fil de Bessie en forme petit. Cette forme petit, c'est-à-dire la forme lourde, va vous permettre de mieux travailler cette pâte que vous allez véhiculer et placer à l'intérieur de votre canal. Donc aujourd'hui, le MTA, moi j'irai encore mieux sur les biocérames type endoséquence ou alors le total fil de Bessie-Seller sous la forme petit. Ça me permet de mieux prélever, faire une bonne carotte et placer. Malheureusement, le coût et la disponibilité de ces produits, comme vous le savez, professeur, ne sont pas à la portée de chacun de nous, voire ne sont pas disponibles sur le marché. Et aujourd'hui, les études ont montré, par le biais de, si vous voulez, la maman de la biocéramique, vous la connaissez? C'est Josette Calimieri. Elle est maltaise et elle travaille en Espagne. Elle a énormément travaillé sur cela. Et lors de sa dernière conférence à Marrakech, Calimieri a démontré de A à Z que le meilleur matériau utilisé en chirurgie endodontique, c'est bien le MTA. Par contre, la biodentine est réservée pour toutes les autres techniques de coiffage. Elle a été également utilisée comme matériau pour les restaurations des chirurgies endodontiques. Et l'avantage par rapport, ça ne veut pas dire que le MTA n'est plus utilisé ou n'est plus indiqué. Au contraire, il a toute sa place. L'inconvénient avec le MTA, c'est que c'est un matériau qui met beaucoup de temps à durcir. Donc il y a deux séances. Pas seulement cela, professeur. Le MTA met plus de temps pour sécher. Ok. Ce n'est pas la seule raison. Le MTA, sur le plan mécanique, a une très faible résistance mécanique par rapport à la biodentine. Le MTA, vous ne pouvez pas le mettre comme substitut dentinaire sur 6 mois. Par contre, la biodentine, vous pouvez l'utiliser sur 6 mois, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Donc, biodentine pour toutes les techniques de coiffage, MTA pour les techniques de chirurgie endodontique. Voilà, je vais te poser une question tout à l'heure, professeur Tahari, mais sur le même ordre d'idée, moi aussi je vais raconter des histoires, mais je sais que tu racontes des histoires. Hein? Oui, je sais, là je n'en doute pas. Voilà, ça fait bien longtemps, en 92 ou 91, j'assistais avec le docteur Pierre Camus, ou Albert Camus. Pierre Camus, je pense,
91-92, qui ne faisait que de la chirurgie endodontique à Paris. Donc voilà, il y avait un cas qu'il avait traité avec une chirurgie endodontique, qui est l'amalgame. Il faisait ça avec l'amalgame. Donc il y avait un traitement endodontique qui a été fait, il y a eu un échec. Il l'a pris pour faire la chirurgie endodontique, il y avait un premier échec. Et donc il s'est posé la question, à quoi dû l'échec? Pour lui, ce n'était pas l'amalgame, ce n'était pas le matériau, puisque le matériau c'était l'amalgame qui était très ancien, mais qui faisait une bonne affaire. Il ne pensait pas que l'échec n'était pas dû, il était sûr de ça. L'échec n'était pas dû au fait qu'il a mis de l'amalgame, mais l'échec était ailleurs, voilà. Et donc il a revu le patient, il a ouvert, il avait utilisé uniquement des loupes, parce que dès qu'il y a un microscope opératoire, il avait utilisé des loupes. Et bien le problème c'était quoi? C'était une fissure au niveau de l'amalgame. Voilà, c'est ce qu'il m'avait dit, mais jusqu'à maintenant je me rappelle de ce qu'il m'avait dit. Le problème de la chirurgie endodontique, ce n'est pas le matériau, ce n'est pas la technique, c'est l'étanchéité. Et c'est le même principe, c'est l'étanchéité. Si on arrive à assurer l'étanchéité au niveau canalaire par voie rétrograde, on a réussi. Et donc c'est de la même façon, c'est pour ça qu'on appelle ça la chirurgie endodontique, c'est l'endo. Et le principe de l'endo au niveau canalaire, c'est l'étanchéité. C'est assurer que ce soit du point de vue orthograde ou du point de vue rétrograde, c'est l'étanchéité. Mais je vous donne mon avis. Si on arrive à assurer on va réussir, et on a réussi, bien sûr. Donc, peu importe le matériau qu'on va utiliser, bien sûr, ça s'améliore, etc. Mais voilà, c'est pas le matériau ou la technique qui est là, c'est le fait d'assurer cette étanchéité. Oui, bien sûr. Donc, aujourd'hui, il est préconisé d'aller vers le LTA, voire plus. Je vous ai dit, aujourd'hui, si on avait la possibilité d'avoir des biocérames à base, tels que endoséquence ou alors le BLC Sealer de chez FKG, on aurait été vers ça. C'est meilleur, ça donne une meilleure étanchéité. Et en fin de compte, donc quand on fait de la chirurgie endo, qu'est-ce qui est le plus important? C'est manipuler le produit et le transporter vers le site opératoire. C'est ça la partie la plus difficile. Oui. Ce n'est pas la partie de réséquer, non. C'est la partie de le transférer. Absolument. Parce que même si vous prenez d'autres matériaux type MTA de la société X ou Y, vous avez parfois du MTA qui est difficilement transportable de la zone où vous l'avez malaxé pour le placer à la zone, pour le placer au niveau du site opératoire. C'est également cela qui est un inconvénient. Je voulais revenir aussi, docteur, s'il vous plaît, sur le laser, l'utilisation du laser, docteur Messadi. Vous avez évoqué différentes techniques. Et puis, il faudrait que vous sachiez que le laser aussi a un coût. Alors, quand on achète un laser, ce n'est pas seulement pour faire de la décontamination endo. Surtout si on investit sur un laser erbium. OK? Donc, aujourd'hui, vous avez l'erbium, le diode, etc. Donc, si vous devez prendre un laser, prenez un laser que vous allez utiliser au quotidien pour toutes vos activités. Exact. Tout à fait. Parce que si vous vous focalisez sur ce laser juste pour la décontamination endo, vous avez tout perdu. Ceci d'une part. D'autre part, aujourd'hui, vous avez une nette amélioration en technique laser. Ce qu'on appelle la technique PIPS. C'est quoi la technique PIPS? C'est la technique où votre fibre est dénudée sur 1 mm. Et que votre fibre ne va plus à l'intérieur de votre canal jusqu'à 1 mm. Elle va rester en surface au niveau de la chambre pulpaire, qui elle-même est inondée de solutions d'irrigation. Et donc, pourquoi on est arrivé à cette fibre dénudée? Parce que les études ont montré que même si vous utilisez une fibre qui va aller jusqu'à 1 mm de votre longueur de travail,
rien ne prouve que votre solution d'irrigation est arrivée à ce stade-là, à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui se passe? Avec l'effet photothermique, on a démontré qu'il y avait des irritations, des brûlures au niveau des parties radiculaires. Qu'aujourd'hui, on a tendance à aller vers l'utilisation de l'herbium, en l'occurrence la technique PIPS, qui aujourd'hui préserve la structure dentinaire. D'accord? Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Aux ankyloses. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux ankyloses? Est-ce que c'est détectable sur un cone beam? Oui, sur un cone beam, donc surtout si on utilise une résolution importante, on peut déterminer l'emplacement où il y a eu l'envahissement des cellules ostéogéniques ou bien l'envahissement du sément par des cellules ostéogéniques pour causer l'ankylose. Donc oui, à partir du moment où on peut réaliser des incidences haute résolution, donc on peut déceler justement des zones d'ankylose. D'accord. Docteur Abdel, s'il vous plaît, je voulais vous poser une question particulière. Quel est votre statut au niveau du service? Qu'est-ce que vous avez comme statut? Vous êtes maître assistante? Vous êtes maître assistante? Aussi jeune? Oui. Franchement, chapeau. Pour le travail que vous avez fait, moi je dis chapeau. Je dis chapeau. Et puis, je vous vois une très bonne relève en médecine dentaire. Franchement, chapeau. Après ce qu'on a vu, moi je vous souhaite toute la réussite. Franchement, je vous souhaite toute la réussite. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Donc, bonsoir, je me présente, c'est Dr Bounadja, médecin dentiste spécialiste en prothèse dentaire. Donc, ma question est destinée pour Dr Abdel Samet. Concernant le dernier cas clinique, là où le patient a eu des résorptions radiculaires, pourquoi vous n'avez pas demandé le cone beam avant de bracter les dents, vu que les 2 canines sont incluses? Au début du traitement, donc la patiente elle est venue avec les canines de lait. Elles étaient sur arcade. Donc on a commencé l'arcade du bas, donc on a commencé à reculer le bloc incisif du bas. Et après, le traitement était dans le but d'améliorer l'esthétique de cette patiente. Donc vous voyez qu'elle présentait un profil qui est très convexe. Donc on essayait de reculer au maximum le bloc incisif au canin. Donc la patiente, lorsqu'elle est venue, si vous avez bien vu le panoramique initial, donc il n'y avait pas de canines incluses. Donc il y avait les 2 canines et il y avait les canines de lait. Donc on ne savait pas qu'elles allaient être incluses. D'accord? Donc et après le traitement, donc je vous ai dit qu'on a perdu de vue la patiente vu la pandémie, donc il y avait le confinement, l'arrêt des activités. Et après, lorsqu'elle est revenue, on a vu qu'il y avait une bosse canine qui était apparente, donc il y avait la canine qui va venir. De l'autre côté, la 23, elle ne se présentait pas, donc il n'y avait pas de bosse canine. Ce qui nous a poussé à demander un autre cliché panoramique. Et à ce moment-là, qu'on s'est aperçu que la canine, elle est là et elle bute avec la latérale. Et elle a commencé la rhizalyse, bien la résorption radiculaire de la latérale. Au début, la patiente, lorsqu'elle est venue, il y avait les canines de lait, donc on ne pensait pas que la canine allait être incluse. Vous avez d'autres questions? J'espère avoir répondu à la question. S'il n'y a plus de questions. Professeur Tahari, je voulais vous poser cette question, ça fait bien longtemps, j'allais t'appeler pour ça. Et voilà, l'occasion se présente concernant le biodontine, puisque vous savez,
professeur Tahari est pas uniquement ça, mais elle est spécialiste au niveau de la biodontie. C'est pour ça que je pose cette question. Voilà. La biodontie, vous l'avez utilisée dans le service au niveau pour des coiffages pulpaires directs. Direct, indirect et d'autres utilisations aussi, sur dents immatures. Personnellement, je vois l'intérêt de biodontie au niveau des coiffages pulpaires directs. C'est les coiffages pulpaires. C'est ça, les coiffages pulpaires, coiffages pulpaires directs. Bon, il y a un consensus, ça a donné de bons résultats, etc. Ça, on le sait. Voilà, ma question, c'est est-ce qu'on pourrait avoir de bons résultats par rapport à la littérature concernant biodontie sur une pulpe, pas sur une pulpe directe, mais cette pulpe est considérée comme non réversible. Ça veut dire... Mortifiée. Non, pas mortifiée. Catégorie 3 de bombe, si Catégorie 3. Voilà, donc une pulpe qu'on considère qu'il faut l'enlever, elle ne pourra pas redevenir à son état normal. Voilà. Est-ce qu'il y a des études qui ont prouvé ou qui ont étudié ça pour dire la biodontie ou le MTA, agissent d'une façon favorable sur le rétablissement biologique de la pulpe? Je pose la question. Par rapport à notre utilisation, notre expérience avec biodontie, nous l'avons utilisé sur dents matures, donc coiffage pulpaire direct et indirect. Nous l'avons utilisé aussi sur dents immatures, donc où on avait réalisé la même étude similaire sur dents immatures. Donc il y avait une apexogénèse et la dent est devenue mature et l'apex est fermé. Nous l'avons utilisé également en tant qu'apexification, matériau d'apexification, et donc la même chose, il y a eu des résultats. En tant que coiffage du moignon pulpaire direct sur une pulpite réversible, moi personnellement je ne l'ai pas utilisé. Mais dans la bibliographie, elle a été utilisée, très peu de cas, mais elle a été utilisée et elle a donné d'excellents résultats. Mais moi personnellement je ne l'ai pas encore utilisée dans cette situation. Oui. Moi je vais l'utiliser au niveau des pulpotomies. D'accord. Oui, c'est la seule situation où on ne l'a pas utilisé encore. Adulte, sur dents matures. Ouais. Ça vaut le coup, Professeur Audrey, l'autonomie que vous ferez sous champ opératoire, d'accord, ok. Vous ferez sous champ opératoire, d'accord, ok. Mais il faudrait aussi revenir un peu à l'ancienneté de la lésion. Vous avez parlé de réaliser un traitement de coiffage avec de la biodontie sur une dent de catégorie 3 de pomme. Ok. Il faudrait évaluer beaucoup d'éléments. La symptomatologie, l'ancienneté de la lésion. Énormément de choses à prendre en considération. Parce qu'il arrive parfois que les germes ont déjà proliféré au niveau de ce paquet vasculo-nerveux pulpaire et que c'est tellement microscopique, nous, on ne peut pas réellement les voir. D'accord? Donc, l'idéal, ce serait, comme vous venez de le dire, tenter une pulpotomie cervicale, et voir comment vont évoluer les choses. Si les choses évoluent bien, alhamdoulilah. Maintenant, s'il y a une symptomatologie qui revient, à ce moment-là, on va vers une biopulpectomie. Mais sachez que biodontie, MTA, sont les matériaux qui sont indiqués pour cela. D'accord? Oui. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas plus difficile, professeur Serwan, il n'y a pas plus difficile que de réaliser une pulpotomie. Sur le plan, quand je dis difficile, c'est-à-dire sur le plan clinique. Donc il faudrait réunir tous les moyens de manière à ne pas contaminer votre site. Je peux vous rassurer. Bah, très bien. Parfait. Au niveau du service, parfait. Parfait. surtout en période Covid. Super. Des traitements à risque de génisation pulpaire, etc. Très bien. En sous-dit. Très bien. Très bien. Parfait.
Parfait. Il y a la digue, il y a les fraises, il y a tous ces éléments-là. Tous ces éléments-là. Tout à fait. Tout à fait. Les fraises sont aussi importantes. Des fraises neuves, des fraises anciennement utilisées peuvent être également contaminées et contaminer votre site. Attention. Ça c'est clair, c'est qu'un protocole, là, nous avons standardisé le protocole, c'est l'hygiène. Tout à fait. L'hygiène, elle est de base, la sepsie également. D'ailleurs, je l'avais dit, l'un des facteurs essentiels pour la réussite d'une thérapeutique d'antinogène, c'est la sepsie. Donc, il est évident que toutes les conditions soient réunies. Moi, je dirais un détail par rapport à Biodentine. Biodentine prend, ou elle durcit dans un milieu qui n'est pas humide. Plus il y a de l'humidité, plus la réaction de prise est lente, plus il y a des risques de... Donc ça, c'est un problème peut-être à prendre en considération. Je vous remercie. Pardon? Pour la décontamination au laser? Oui, 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 oui. Ça a été signalé par docteur... Il y a même des indications mais dans le cas oui. des coiffages, dans le cas des coiffages oui, aussi, oui. mais Oui. comme c'était vrai spécifique à l'endodontie, je ne voulais pas vraiment m'étaler sur les indications de cas. C'est les lasers CO2 sont indiqués pour dans le cas des coiffages et les glucotomies aussi. Donc je pense que vous reviendrez l'année prochaine, vous et docteur Abdesmet, pour nous montrer le résultat de votre cas sur le traitement endo que vous avez réalisé. Et vous, bien sûr, tout ce que vous nous avez montré par rapport au combine pour voir un peu, parce qu'on n'a pas vu la suite de vos cas cliniques, donc vous reviendrez l'année prochaine, Inch'Allah, pour nous montrer vos cas. Je compte sur vous. Voilà, pour terminer, je pense qu'il va falloir remercier tous les conférenciers. Ils ont donné de leur temps, ils sont venus de loin, et ils ont partagé avec nous leurs travaux. Donc c'est tout à leur honneur. Il faudra qu'on les remercie énormément et qu'on salue tout ce qu'ils nous ont présenté aujourd'hui. Bien sûr, il faudra également remercier les présidents de séance, professeur Oudriri, professeur, j'ai oublié le nom, voilà, exactement, et monsieur l'Arbi Gerouj, Hakim Jafar, et remercier bien sûr l'assistance qui est venue aujourd'hui nous écouter, partager avec nous. Qu'est-ce que je vous dirais? Je vous dirais à très bientôt, à l'année prochaine. Voilà, et excellente réussite aux organisateurs. Merci pour leur dévouement et que cette société, que cette association puisse vivre encore plus longtemps. Je vous remercie. Merci à vous. On vous remercie, Monsieur le Président. Et bien sûr, là, dans la suite de la matinée, donc là, on va décerner les trophées pour les communicants. Et là, je vous demande, Monsieur le Président, donc de m'aider dans ce sens. C'est ce qu'on va remettre, justement. Donc, je vous demande à professeur Tahari donc pour son attestation de participation. Bon, cher lasériste, Khadija, pour l'anecdote, il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans de cela, on l'a reçue comme résidente. Elle a présenté un très beau poster sur le laser et aujourd'hui, on a vraiment l'énorme plaisir de l'avoir reçue comme étant maître assistante en OC. Et
Et ceci n'est qu'une remarque encourageante pour les résidents qui sont présents ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, le prochain trophée est pour notre brillante orthodontiste. Celui-là, il est difficile à donner. Difficile. Alors, docteur Atsimud. Franchement, j'aurais aimé vous donner encore un exemple plus bas. Vous méritez encore. Vous avez tous nos encouragements. Très bonne réussite à vous souhaiter. Et bien sûr, pour remercier Dr Segouani pour son excellente communication. Les couleurs sont assorties. Voilà, donc je pense que c'est bon. C'est pas encore. Parce que. Pardon. C'est à vous de clôturer la séance. Bien sûr, exactement. Donc, aussi, j'ai l'énorme plaisir d'avoir reçu mes très chers amis en tant qu'invité d'honneur. Et là, je commence bien sûr par Dr Lefes, qui est le président de la section ordinaire régionale de chirurgie dentiste de Tlemcen, pour venir recevoir son trophée. Et ceci va lui être remis par Dr Bedrouni, qui est président de la sorte de Chlef. Et je souhaite quand même souligner le dévouement qu'a Dr Fess à la corporation des chirurgiens dentistes au niveau de l'ordre des dentistes. Merci, docteur. Docteur Absana, c'est ça? Ma fille, je tiens à partager le sentiment du docteur Zelabib. C'était un sentiment spontané et honnête. Et sincèrement, ma fille, sincèrement, je vous dis en toute sincérité, j'étais envahi d'une joie extrême. Et vous avez présenté d'une façon exceptionnelle, avec une double sérénité. La première, une sérénité avec où était greffée une vivacité scientifique sans faille. Et une deuxième sérénité avec une phraséologie parfaite. Wallahi Azim, j'étais sublimé. Merci beaucoup. Merci. Merci, Dr Lefas. Le prochain trophée est dédié donc au vice-président de la sorte de Tlemcen aussi, notre ami Dr Derrar. Et ce trophée va lui être décerné par l'ancien trésorier de la sorte de Chlef, Dr Labegrouche. ضربوك بعيني يا اخوي هذا ما يكون غير ادريس
Je demande à l'ancien président de séance, Dr Audrey, quand même l'année passée il nous a fait honneur par sa présence dans le webinaire. Cette année donc il nous a honoré par sa présence. Et là je vous demande donc je demande à Dr Bodina de lui décerner le trophée. Fais gaffe. C'était mon enseignant, donc j'éprouve énormément de plaisir à le retrouver après tant d'années, toujours aussi actif et aussi jeune. Mes félicitations. C'est juste pour vous dire que le professeur Boudina, elle allait être à Tlemcen. Et c'est ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, ça fait une dizaine d'années à la Haché, ou la plus, mais une dizaine d'années. Voilà, c'était en 2000. Voilà, c'était prévu que vous soyez à Tlemcen. Voilà, mais vous êtes toujours à Tlemcen par nos pensées, etc. pour ce Boudina. Voilà, là, c'est comme ça. Oui. Là, Oran, Annaba, puis elle voulait bien être à Tlemcen, mais voilà. Je ne sais pas les circonstances ou mais je sais bien qu'elle voulait bien être à Tlemcen. C'est ça. Voilà, voilà. Voilà, c'est absolument, c'était un forum de khair ou de baraka. Et par cette journée, Jumu'ah ou Mubaraka, voilà, on espère que j'ai bien appris. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses, comme on l'avait dit tout à l'heure. Voilà, j'espère que pour ce forum, que ça va continuer, Inch'Allah. Maintenant, vous avez tous les atouts, vous avez l'expérience, vous avez le savoir-faire. Nous avons en Algérie maintenant. Tout à l'heure, je disais à mon ami qu'il y a des jeunes maîtres assistants. Mais voilà, nous avons aussi des jeunes professeurs, des jeunes professeurs qui sont là. Ils sont, alhamdulillah, maintenant très nombreux. Ça va continuer. Et voilà, ce sont les bonnes choses qu'on retrouve maintenant au niveau de notre pays. Voilà, alhamdulillah. Voilà, bonne continuation. Voilà. Et bien sûr, l'ami inconditionnel de l'association, qui nous a toujours prêté main forte, c'est le Dr Zerabi. On aimerait bien lui décerner un petit trophée. Et ce trophée va lui être décerné, bien sûr, par son ami de longue date, Dr Etmoufok. Juste pour dire merci, un grand merci aux organisateurs, un grand merci au Dr Etmoufok. Dr Etmoufok est un frère, est un ami. Nous avons grandi ensemble, nous avons déchiré nos pantalons sur beaucoup de pantalons, n'est-ce pas? Sur les congrès, pas mal de congrès, on a vécu pas mal de congrès ensemble, on a vadrouillé ensemble pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, franchement content qu'ils me remettent ce petit trophée. Ça me va droit au cœur. Et puis, je retrouve énormément d'émotions à le recevoir. J'ai toujours essayé d'être présent pour mes amis de Chlef. Non pas parce que je suis non pas parce que j'ai des racines de Chlef. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais moi aussi j'ai des racines ici de Chlef. Je viens pour la promotion de la médecine dentaire en particulier. Et pour voir que mes amis évoluent, que mes amis progressent. Ça me permet de voir des jeunes aussi évoluer et progresser, de jeunes talents apparaître.
Il y a quelques années de ça, nous avons vu apparaître un grand talent, en l'occurrence le docteur Bendaoud Khalil, ici même à Chlef. On a vu naître le docteur Djelwadi, ici à Chlef. Et aujourd'hui, nous découvrons d'autres talents. J'espère que l'avenir ne pourra que être radieuse pour la génération à venir. La seule chose, il faudra leur donner un coup de main, les motiver, les rassurer et puis les guider. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. On vous remercie, Dr Zerabib. Et là, voyons justement ces jeunes talents, vraiment, là, ça nous encourage davantage d'organiser d'autres événements. Et pour nous, c'est une opportunité. D'un côté, l'objectif de ce genre de manifestation, c'est d'avoir des mises à jour scientifiques. Il y a aussi un deuxième objectif, c'est l'objectif humain. Le fait, pour nous, de rassembler des profs avec leurs élèves, avec leurs étudiants qui ne sont pas vus depuis des années, nous vraiment, ça nous touche énormément et ça nous fait énormément plaisir. Et la raison pour laquelle, donc j'aimerais bien vous dire que la clôture de cette édition se fait dans la joie, dans la bonne humeur et surtout dans l'émotion. Et vivement, 9e édition, Inch'Allah.